Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du micro des gynécos, nous serons de retour au congrès Infogyne pour vous diffuser l'enregistrement passionnant du docteur Epel Boin, gynécologue obstétricienne dans l'unité médicale à la procréation de l'hôpital Bichat à Paris. Elle nous partage aujourd'hui ses connaissances sur les impacts du Distilbène sur les générations suivantes. Bonjour docteur Epel-Boin, donc vous êtes aujourd'hui à Infogyne pour nous parler un petit peu du Distilbène et des conséquences sur les générations futures. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel sur ce qu'est le Distilbène et les conséquences déjà pour la première génération de patientes? Alors, le Distilbène, c'est un médicament qui a été prescrit dans les années 40, à la fin des années 70. 20 ans avant aux États-Unis et puis ensuite en France. Et c'est parti sur la synthèse d'une hormone d'un estrogène de synthèse par un médecin qui s'appelait Dodds en 1938. Et puis en 1946, on a prôné la théorie des avortements, qui était une théorie qui était recherchée par tout le monde pour lutter contre le malheur fausse couche, qui a toujours été un malheur récurrent pour les femmes. Et on a pensé, parce qu'on commençait à savoir doser les oestrogènes dans les urines, que puisqu'il y avait moins d'estrogènes dans les urines des femmes qui faisaient des fausses couches, on pouvait leur en donner. Donc c'est ce qu'on a appelé la théorie hormonale des avortements. Et là-dessus, sur une erreur de théorie, sur une conviction intime, c'est greffé un drame pour plusieurs générations, et c'est aussi un modèle extraordinaire dans lequel ont participé l'industrie pharmaceutique, les autorités sanitaires, les patients, les associations, et c'est certainement un modèle à retenir parce que le cheminement de toute cette histoire, dont je vais vous conter quelques mots, peut se reproduire à tout moment. Donc transmettre cette histoire me semble quelque chose de très important. Parce que, à partir de 1946, à peine 6 ans après, un Américain qui s'appelle Dickman a publié une magnifique étude. C'était une des premières études randomisées double aveugle comme il n'y en avait pas à l'époque, comparant 800 femmes enceintes à qui il a donné du Distilbène et 800 à qui il n'en a pas donné. Et il a conclu en 1953, et ça a été publié dans l'American Journal, que il n'y avait pas de bénéfice pour les femmes enceintes à prendre du Distilbène pour lutter contre les fausses couches tardives et les accouchements prématurés. Ça a été écrit, ça n'a pas été lu, ça n'a pas été écouté. Et donc, la prescription a continué. Il y a même eu une augmentation un élargissement des indications pour stopper l'allaitement, en prévention des fausses couches, s'il y avait eu une mort in utero, tous accidents obstétricaux. Et même, il y avait des affiches qui disaient « Prenez du Distilbène » avec un bébé un peu cadom, là, magnifique, disant « Yes, j'existe grâce au Distilbène ». Et puis, les premières constatations, ça a été 1970, un Américain de la même équipe qui s'appelle Herbst, qui a décrit 8 cas d'adénocarcinome à cellules claires ou ACC chez des très jeunes filles. C'était des cancers dont on ignorait l'existence dans une telle importance. Et l'année suivante, il a montré l'adéquation et le lien entre ces cancers et la prise de Distilbène par la mère. Immédiatement, la Food and Drug Administration a interdit l'usage obstétrical du Distilbène. Malheureusement, là encore, il y a eu un temps de latence, puisqu'en France, il a fallu attendre 1977 pour que la prescription pour les femmes enceintes soit supprimée du dictionnaire des médicaments, le Vidal. D'accord, donc les conséquences sur la génération 2, elles étaient plutôt au niveau des GU, des morts in utero, des cancers du sein et de l'infertilité, c'est ça? Alors d'abord, l'adénocarcinome à cellules claires, parce que c'est quand même un cancer qui a entraîné des hystérectomies et des traitements radicaux. Et deuxièmement, ça a été l'ensemble des conséquences sur la vie reproductive liées à des anomalies utérines. Donc les premières anomalies utérines ont été décrites en 1977, toujours dans la même équipe par Kaufman. Et on a découvert des images que vous, peut-être dans votre génération, vous n'avez jamais vues, des utérus hypoplasiques, des utérus en T, des constrictions médiocavitaires. Et la conséquence, ça a été des anomalies d'implantation, de moindres taux de grossesse, et puis surtout des accidents de la grossesse
que vous venez d'énumérer. Les fausses couches, bien sûr, précoces, mais des fausses couches tardives comme on ne voyait plus depuis la disparition des avortements clandestins grâce à la légalisation de l'avortement, des accouchements prématurés, tout ça avec une significativité très importante par rapport aux populations non exposées. Et à côté de ça, on a décrit effectivement une augmentation du cancer du sein, un âge de la ménopause plus précoce, et j'ai oublié dans les consultations, dans les conséquences obstétricales, plus de troubles vasculaires dont la prééclampsie. On a également décrit dans cette population une survenue de troubles d'ordre psychologique ou psychiatrique plus importante. Et donc, suite à ce scandale, on a cru que ça s'était arrêté à la génération numéro 2, mais finalement, de ce que j'ai pu entendre, la génération 3 est impactée aussi. À quel point ? Il faut bien comprendre que on a cru, on n'a pas cru, c'est-à-dire ça n'intéressait pas grand monde. Il y a quelques équipes qui se sont spécialisées dans le suivi de ces femmes, mais la plupart du temps, les médecins qui avaient prescrit, alors qu'ils n'étaient pas dans la faute, ils ont simplement à un moment cru avoir trouvé une solution pour des personnes qui avaient eu des malheurs obstétricaux, ont été ensuite dans un déni extraordinaire. Donc absence de réactivité des autorités, déni de la part des médecins. On a beaucoup dit par exemple qu'on avait moins prescrit en France, on avait donné des doses moindres qu'aux États-Unis, donc il n'y avait pas de souci. Circuler, il n'y a rien à voir. On nous disait mais vous allez affoler les gens. Et donc toute l'idée, c'était de ne pas affoler. Et j'ai souvent parlé, je suis contente d'évoquer son nom-là, du docteur Anne Cabot, qui a été une véritable lanceuse d'alerte dans les années 70 et qui a été menacée de radiation du Conseil de l'Ordre parce que c'était de la désinformation. Donc maintenant, je vais répondre à votre question, mais on n'avait pas oublié puisqu'on n'y pensait pas. Et puis brusquement sont apparues les études sur la 3e génération, essentiellement de l'équipe du National Cancer Institute américain, puisque eux, ils avaient un registre des cancers du vagin et ils ont des registres du cancer. Et donc, il y a des cohortes de femmes exposées au Distilbène. C'est la cohorte DES-AD, enfin... donc en français on dit de SAD, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc cette cohorte-là a été suivie. Ils ont d'abord inclus en 2001, puis en 2009, puis en 2019 des jeunes femmes et des témoins, exposés, non exposés. Et puis ensuite ils ont fait du suivi. Et puis ils ont pu regarder ce qui s'était passé dans la 2e génération. À la naissance, les malformations pour les filles et les garçons nés de mères exposées. Et ensuite, les problèmes de développement, de malformation qu'on connaît un petit peu plus, et le cancer. Et à présent, puisqu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes en âge de procréer, les troubles de la vie reproductive à type d'irrégularité menstruelle et d'aménorrhée qui sont beaucoup plus importants dans la cohorte qui a été décrite aux États-Unis. En France, on a essayé de s'intéresser à la 2e puis à la 3e génération. On avait le gros handicap qu'il n'y a pas de registre en France. On a très peur des registres en France. Il y en a un petit peu plus maintenant avec un encadrement un petit peu différent. Et donc, l'association Réseau DES menée par Madame Anne Levadou et puis la Mutualité française ont décidé, ainsi que l'Agence nationale du médicament, ont décidé de débuter avec l'aide de l'équipe de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc Michel Tourner, moi-même, puisqu'on était très très occupés par ces problématiques-là, de lancer une grande étude sur le volontariat avec donc une information un petit peu tout venant qui nous a permis de récolter 3000 expositions en Distilbène et 3000 non-expositions. Alors une étude qui a des défauts qu'on peut lui reprocher, mais on a à un moment pensé que c'était mieux que rien, puisque c'est rétrospectif et c'est sur la base du volontariat. Et donc on a montré premièrement pour la 2e génération une augmentation à peu près 2 fois. Donc ça évoque la même chose qu'un antécédent dans la famille très proche du cancer du sein. Pas d'autre augmentation des cancers, ce qui est fondamental. Et dans la 3e génération, une augmentation des malformations génitales chez les petits garçons nés de la 3e génération de filles et de fils exposés. Par contre, pas d'anomalie génitale chez les filles de fils et de filles exposées, comme on aurait pu le craindre. C'est un peu ce qu'on guettait.
Et par ailleurs, chez les filles, on a noté une augmentation relativement significative d'anomalies squelettiques et d'anomalies de type cardiaque et notamment des tétralogies de Fallot. Donc il y a des données rassurantes, des données inquiétantes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette génération qui n'a jamais été en contact avec le Distilbène présente un taux de malformation supérieur par rapport à la population non exposée de notre étude, de l'étude américaine du docteur Titus Ernsthoff et du docteur Palmer, alors qu'effectivement, il n'y a pas eu de contact direct. Et donc, ça oriente vraiment vers cette notion de mécanisme de perturbateur endocrinien avec probablement une altération épigénétique liée à l'inondation supraphysiologique en estrogène de synthèse pendant la vie conceptionnelle très précoce. Et on sait très bien maintenant que ces phénomènes environnementaux dans les premières étapes de la vie fétale peuvent jouer durablement et à travers les phénomènes de placentation et des tas d'autres dont des spécialistes de la biogénétique vous parleraient mieux que moi, se transmettent par voie épigénétique à la génération suivante. Comme on a vu dans l'expérimentation animale qui a précédé de loin les constatations humaines, mais qu'on n'a pas non plus regardé et cru. Et c'est très intéressant et ça pose un peu la question plus largement du fait que là, même dans des projets de PMA, il y a d'autres médicaments et d'autres choses qu'on utilise et qui peuvent aussi peut-être avoir un impact futur sur plusieurs générations. Absolument, c'est vrai pour tout. Je vous répondrai d'abord par une petite parenthèse en disant que moi, quand j'ai appris l'obstétrique, quand on parlait du placenta, le vocabulaire c'était de dire la barrière placentaire. Et moi maintenant quand je donne des cours, j'ai toujours parlé depuis 20 ans du filtre placentaire. Donc les mentalités ont changé, on a compris tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, que le placenta est une éponge à travers laquelle passent des choses de la maman au bébé. Cette parenthèse étant fermée, je pense effectivement que si on se limite au domaine de la procréation assistée, il faut vraiment s'interroger sur l'ensemble des substances qu'on peut être amené à donner dans cette période périconceptionnelle. Et je pense que l'exemple qui nous interroge le plus à l'heure actuelle, c'est les traitements de préparation endométriale en vue d'un transfert d'embryon congelé. Vous savez qu'il y a soit un traitement d'hormonosubstitution avec œstrogène puis progestérone à dose supraphysiologique. Comme il n'y a pas de corps jaune, eh bien, il faut traiter s'il y a grossesse jusqu'à la fin du 3e mois et le relais placentaire. Et quand on compare au cycle semi-naturel ou spontané ou un petit peu stimulé, on s'aperçoit, nous venons de présenter une communication qui a été sélectionnée à l'Echereux récemment, sur l'idée qu'il n'y a que dans les traitements d'hormonosubstitution qu'il y a une augmentation des troubles vasculaires, c'est-à-dire toute l'hypertension gestationnelle et la prééclampsie, de façon très significative, comparée à la fois à la population générale, au transfert d'embryons frais et au transfert d'embryons congelés quand ça se fait autrement, c'est-à-dire en cycle semi-naturel. Or, on a longtemps dit, peut-être que tout ça c'est lié à la technique, à la congélation, au milieu de culture, etc. Non, il semble bien que ce soit le traitement. De la même façon, nous avons pu montrer dans une étude dans notre équipe, en nous interrogeant sur l'excès de poids et la fréquence de la macrosomie chez les enfants nés après transfert d'embryons congelés par rapport aux enfants nés de transfert frais, qu'il n'y avait que après THS que l'on retrouvait cette augmentation, à la fois certains termes prolongés et un déplacement de la courbe vers la droite, vers des bébés qui sont plus gros avec les conséquences que l'on peut deviner. Et il n'y en a pas dans la population. La comparaison, c'est la population générale, les enfants nés après transfert d'embryons frais, et là encore, les cycles semi-naturels. Alors, il ne faut jamais conclure à une causalité dans ces domaines-là. On montre une association, et par exemple, pour cet exemple-là,
Est-ce que c'est parce qu'en THS, il y a des doses supraphysiologiques d'hormones estrogènes et progestérone, mais surtout oestrogène, jusqu'à la fin du 3e trimestre, et c'est l'exemple du Distilbène. Et donc, il y a quelque chose qui joue à ce niveau-là. Ou bien est-ce que c'est parce que, par ailleurs, il n'y a pas de corps jaune, avec tous les bénéfices du corps jaune sur ces premières étapes du développement embryonnaire. Donc, on a des constatations, ça ne sert à rien d'aller à l'accusation, il faut essayer de comprendre entre association et causalité. Eh bien, un grand merci, Dr Eppelboin, parce que merci c'est très, très intéressant. De pouvoir m'exprimer sur ce sujet. C'est vraiment très intéressant. Merci au Dr Eppelboin et à Léa Descourvillières pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le livre du Dr Eppelboin, coécrit avec Élise Carlin, « J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'être deux, le désir d'enfant et la médecine ». Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.